c'est un... Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Donc Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général qui aide les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier de ces activités sur notre site web www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la Journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi les retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence. Merci Émilie pour cette présentation. Merci, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, moi, je vais simplement vous signaler que si vous voulez poser des questions, vous les posez dans la boîte QNR et non pas dans le chat, parce qu'on ne regarde pas le chat, puisqu'on a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, voilà, donc à vos questions et je vous remercie pour votre présence. Bon, je vais vous présenter Madame Chevance maintenant, que nous découvrons en même temps que vous, même si nous correspondons depuis plus longtemps. En effet, Madame Chevance nous a demandé de collaborer à la parution du premier livre en tout cas du livre qu'elle a écrit sur En finir avec les idées fausses. Voilà, très bien, parfait. Nous sommes en coordination. Ça, c'était il y a quasiment plus de 2 ans, je crois. Un an. Madame Chevance, même pas, même Un pas. an, oui. Vous nous aviez demandé de relire pour voir s'il y a des choses qui nous choquaient de notre point de vue ou qui nous convenaient, enfin bref. Et donc, nous avions été plusieurs à faire ce travail et qui est sorti et dont vous avez vendu, je crois, pas mal de choses. Donc, vous nous avez recontacté une deuxième fois en juillet, c'était en juillet, pour nous proposer de collaborer avec vous. Et donc nous avons accepté. Alors, je vais juste dire quand même, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très, très, très diplômé, quelqu'un de très brillant. Vous avez suscité l'admiration parmi tous ceux qui ont regardé votre curriculum, à savoir que vous étiez à Normal Sud, vous êtes professeur d'histoire, agrégé, pardon, d'histoire-géographie, aussi de sociologie, de je ne sais plus quoi. Et puis, vous êtes psychiatre de formation, chercheur en santé publique et vous exercez comme chef de clinique assistante dans le service d'épidémiologie clinique de l'Hôtel Dieu à Paris, au sein d'une unité INSERM. Voilà. Donc, c'est à la chercheuse et à la psychiatre quand même que nous laissons la parole maintenant. Alors, si vous expliquez comment vous allez faire, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation et pour cette introduction. Je ne sais pas si je peux avoir accès au partage d'écran. Oui, oui, vous avez accès. Ouais, Normalement. super. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est je vais potentiellement d'abord vous expliquer le projet de recherche justement pour lequel j'ai sollicité Argos 2001, qui s'appelle Compare Dépression. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux parce qu'on essaye d'être assez présent. Et dans un deuxième temps, on pourra parler ensemble des idées fausses ou des idées reçues sur la psychiatrie et la santé mentale à partir de votre expérience. Et moi, à partir de l'écriture de ce livre, on pourra échanger autour de ça. Donc, je vais essayer de lancer le partage d'écran. Vous me dites si c'est bon pour vous. Oui, Super. ça marche. Oui. Super. Alors, du coup, par contre, c'est vrai que ça me fait regarder sur mon autre écran. Donc, je regarde plus la caméra, mais je regarde l'écran en même temps. Donc voilà, donc Compare, ça c'est pour communauté de patients pour la recherche.
Donc, Compare, c'est un projet qui existe déjà pour plein d'autres maladies depuis 2016, qu'on a monté avec notre laboratoire de recherche. On a un laboratoire de santé publique et on s'intéresse plus précisément aux maladies chroniques. Et donc, je suis la première psychiatre à avoir intégré cette unité de recherche. Et j'expliquais à mes collègues que beaucoup de troubles psychiques étaient en fait des maladies chroniques aussi et avaient probablement le même problème et les mêmes parcours de vie que des gens qui ont d'autres maladies comme la sclérose en plaques, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Et donc à partir de là, on a proposé de développer des cohortes spécifiques pour certains troubles psychiques et j'ai décidé de commencer par Compare Dépression. Donc ça s'appelle dépression, mais en réalité ça couvre tous les troubles de l'humeur parce que souvent la dépression c'est ce qui est commun à tous les troubles de l'humeur, que ce soit les troubles bipolaires, bien sûr, que vous connaissez bien mieux que moi, ou les troubles dits unipolaires, où dans ce cas-là, les gens ont simplement, entre guillemets, hein, des dépressions. Donc voilà, Compare Dépression a vu le jour le 24 novembre dernier. Nous avons fait plusieurs partenariats avec voilà, des acteurs que vous devez probablement connaître. Donc la Maison Perchée, l'UNAFAM, Nightline, qui est l'association étudiante, des numéros nationaux de prévention contre le suicide, Positive Minders, que vous devez aussi peut-être connaître, et puis des fondations qui nous soutiennent un peu en termes de mécénat. Donc, je vais essayer de vous expliquer et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si ce que je raconte n'est pas clair. Mon idée en créant Compare Dépression, c'était de se dire qu'on était face donc la dépression, une maladie qui est finalement assez fréquente puisqu'une personne sur 20 va en faire une au cours de sa vie, qui est très impactante, puisqu'on considère que c'est la deuxième cause mondiale d'années vécues avec handicap, et que donc en fait énormément de personnes étaient touchées, et que finalement en France on n'avait pas tant d'outils pour écouter l'avis des patients, leur expérience vécue, et construire des données scientifiques à partir de leurs témoignages. Et donc, c'est l'idée de Compare et de Compare Dépression plus précisément, que d'inclure le plus grand nombre de personnes possibles qui ont déjà vécu une dépression au cours de leur vie. C'est-à-dire que si cette dépression est en rémission, si actuellement, dans le cas de votre trouble bipolaire est stabilisé, que vous n'êtes pas particulièrement dans un épisode timique, vous pouvez bien sûr participer à Compare Dépression. Et l'idée de Compare Dépression, c'est de suivre les gens sur un temps long au cours de leur vie, autant qu'ils le souhaitent. Et suivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire on propose, on envoie par mail des questionnaires régulièrement et les gens peuvent y répondre. Donc tout se fait en ligne. À aucun moment vous n'avez à vous déplacer ou à faire quoi que ce soit. Vous pouvez donc rejoindre la plateforme en vous inscrivant et en fait témoigner au fur et à mesure de l'année de ce qui vous arrive, à la fois sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan de la vie en général, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie amicale, la gêne au quotidien ou pas. Et donc que l'on soit en rémission, guéri ou actuellement dans un épisode, un timique quel qu'il soit, on peut bien sûr répondre à ces questionnaires. Donc, pour vous rassurer tout de suite, évidemment, tout ça, c'est un projet de recherche public, uniquement financé sur fonds publics. Il y a un niveau de sécurité qui est extrêmement important. Donc, quand vous naviguez sur le site, vous allez dans Je suis patient, vous pouvez voir confidentialité et sécurité des données. Donc, tout est stocké sur un des serveurs de l'hôpital à Paris. Donc, c'est un niveau de sécurité qui est identique à ceux des données de santé quand vous venez faire une prise de sang ou enfin, à l'hôpital. Et puis, évidemment, ce projet, comme vous pouvez le voir, a reçu des avis favorables de plusieurs comités d'éthique. Donc, nous sommes parfaitement alignés avec toute l'éthique de la recherche et la sécurité des données. Vous voyez, ici, il y a une petite vidéo. Donc, dans le site, il y a plusieurs petites vidéos des différentes personnes qui travaillent dans Compare. Et c'est notre ingénieure informatique qui travaille. Elle seule a accès aux données, puisque moi, je n'ai pas accès aux données, en fait, non anonymées. Qui peut se servir à quoi servent les données que vous donnez dans Compare? Ces données, elles sont utilisées par des chercheurs. Donc là, il y a ici l'onglet chercheurs. Et uniquement des chercheurs financés sur fonds publics pour des projets financés sur fonds publics, donc des chercheurs académiques, d'universités, d'instituts de recherche comme le CNRS ou l'INSERM, peuvent demander l'accès à ces données. Il y a un corpus de règles qui est très strict.
Pour avoir accès aux données de compare dépression, ils doivent d'abord passer par moi en m'expliquant le projet de leur recherche pour lequel ils me sollicitent. Je regarde si les données dont on dispose en compare peuvent effectivement leur servir. Et si j'estime que c'est un projet qui fait sens par rapport à la cohorte, que ça fait sens par rapport aux personnes de la cohorte, eh bien à ce moment-là, ça passe à l'échelon supérieur, ça passe à la cohorte compare générale et c'est eux qui ont le mot final pour donner l'accès aux données. Évidemment, ces personnes-là, ces projets de recherche doivent recevoir un avis d'éthique extérieur à compare, c'est-à-dire qu'ils doivent demander à l'extérieur de compare un avis pour solliciter ces données. Donc, compare, c'est à la fois cet outil de cohorte, c'est-à-dire que je vous demande, par exemple, en septembre 2023, comment vous vous sentez, si vous avez été hospitalisé cette année, voilà, de combien de personnes vous vous sentez proche, si vous avez un travail, si ce travail n'est pas trop pénible pour vous actuellement. Et puis, je vous demande ça à peu près chaque année. Donc, ça donne une actualisation à peu près annuelle. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut conduire d'autres études thématiques qui, cette fois-ci, vont durer sur le temps d'un seul questionnaire et pas sur une durée répétée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des études transversales. Et ça, il peut y en avoir plusieurs. Et donc, on peut vous solliciter, envoyer un mail en disant, voilà, il y a une étude sur le sujet, je ne sais pas, de la dépression du postpartum, par exemple, ou sur le sujet de la parentalité de la bipolarité, ou sur le sujet, là, bientôt, ce que je vais essayer de lancer, c'est sur comment annoncer un diagnostic le premier diagnostic de dépression à une personne. Et donc, vous pouvez ou pas participer à cette recherche. Pareil, donc dans le mail, il suffit de cliquer sur le lien pour avoir accès à l'étude en cours. Je peux maintenant vous faire une démonstration parce que j'ai un compte Compare. Donc, il faut que vous sachiez que quand vous allez sur le site de Compare, quel que soit le bouton sur lequel vous cliquez lorsque vous cliquez «Je m'inscris» ou «Je participe», que ce soit sur la page Compare Dépression ou sur la page générale ou même sur la page des autres maladies chroniques, puisque vous pouvez voir que voilà, nos différentes cohortes, il y a une cohorte dédiée à l'asthme, cohorte au Covid long, le diabète, l'endométriose, l'hypertension, et ce qui est intéressant pour moi, je trouve, c'est que pour la première fois, les cohortes de santé mentale sont mêlées aux autres cohortes de la médecine et que donc vous-même, en tant que personne qui avait un trouble bipolaire, vous pouvez aussi déclarer ces autres maladies et être amené aussi, si l'envie vous en dit, de participer à des recherches sur ces autres maladies. C'est ça qui fait la richesse de Compare, c'est-à-dire qu'on considère la personne dans sa globalité et pas seulement par le prisme d'une maladie unique. On sait que la comorbidité, les polymorbidités, quand on a une maladie chronique, on a plus malheureusement de malchance d'avoir d'autres maladies chroniques. Donc, où que vous soyez, tout amène au même entonnoir qui est l'inscription dans Compare. Donc, si je clique sur «Je m'inscris», la première étape est très simple. Il faut envoyer un mail avec un mot de passe. Ensuite, vous recevez cet email qui vous explique que vous devez valider que Compare retienne votre mail. Une fois ça, vous avez accès à des premiers questionnaires. Donc, je vais ressortir de cette page et re-rentrer ici. Donc là, moi, je vais me connecter avec mon identifiant. Voilà. Et vous avez chacun un espace personnel. Donc, c'est un dashboard que chaque personne inscrite dans Compare a. Et en fonction des cohortes auxquelles vous êtes inscrite, c'est-à-dire des types de maladies que vous avez déclarées, vous allez avoir donc des lettres d'information par rapport aux pathologies qui vous intéressent, des études, les dernières études en cours. Nous, dans Compare Dépression, je vous expliquerai après, on a fait plusieurs animations comme une rubrique Actu Science. Et puis là, à droite, des questionnaires. Donc moi, c'est test parce que j'aide des collègues actuellement à monter une cohorte autour des pratiques addictives et des addictions. Donc je teste pour eux. Donc on peut regarder ensemble à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas sur la dépression, ce que je vous montre, c'est sur l'addiction. Donc par exemple, prenons le module stigmatisation de Compare Addiction. Pour Compare Dépression, ça se présente pareil. Vous avez à chaque fois une introduction et puis vous passez et vous avez les questions comme ça à remplir au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre un peu des réponses au hasard. C'est pas très grave parce que moi, mon identifiant est identifié comme chercheuse et comme testeuse. Donc du coup, les données ne sont pas enregistrées dans la cohorte. Mais vous, si vous êtes un vrai participant, entre guillemets, faut pas répondre n'importe quoi parce qu'après, nous, on s'en sert pour définir, enfin voilà, publier des données scientifiques et derrière définir des politiques de santé.
Donc voilà, donc il y a souvent des questions fermées comme ça. Il peut y avoir des questions ouvertes où on vous demande de témoigner vraiment en langage et avec vos mots de ce que vous vivez. Et il y a toujours une page à la fin de commentaires où vous pouvez nous faire des feedbacks sur le questionnaire en cours. Donc si je retourne sur l'accueil de mon dashboard, vous avez donc les questionnaires qui n'ont pas encore été remplis. Vous avez les questionnaires, si je vais ici maintenant, c'est tous les questionnaires auxquels j'ai répondu et que je ne peux plus modifier, mais ils sont enregistrés et vous pouvez vous-même consulter les réponses de ce que vous aviez répondu 1 an ou 2 ans auparavant. Et ça, je sais qu'il y a plein de participants qui adorent et qui s'en servent en fait comme mémo pour leur état de santé. Donc voilà, ça c'est tous les questionnaires auxquels j'ai répondu et que j'ai validés. Et ça, c'est ceux auxquels je n'ai pas encore répondu et que j'ai à disposition, par exemple, pendant encore 120 jours. Il n'y a pas du tout obligation à répondre à tout le questionnaire d'une seule traite. Vous pouvez valider, ressortir, revenir plus tard. Il y a un aspect enfin, un item qui est dossier de santé. Donc là, moi, j'avais déclaré uniquement une hypothyroïdie. Vous pouvez déclarer un nouveau traitement à tout moment et on vous aide avec les visuels. Vous pouvez aussi, alors là, je suis voir ça. On peut aussi déclarer, donc pour les femmes, des grossesses en cours, des grossesses terminées, déclarer un événement de santé particulier auquel on n'aurait pas pensé. Vous avez évidemment les ressources de questions. Et évidemment, on a fait un grand point sur les données personnelles parce qu'on sait que c'est une préoccupation actuelle et c'est très important qu'on puisse y répondre. On est toujours disponible. Et ce formulaire de contact. Ici, quand on clique sur Contacter l'équipe Compare, sachez que chaque jour, il y a une personne qui est employée dans le laboratoire pour lire tous les contacts, tous les messages que vous nous envoyez et pour essayer d'y répondre. Donc ça, c'est pour la présentation du dispositif de Compare. Donc vous voyez, en tout, dans Compare, il y a plus de 50 000 personnes. Donc on peut se dire à quoi ça sert que moi, je vienne en plus. Ça sert parce que pour l'instant, il n'y a dans cette cohorte que 2000 personnes, 2200 qui ont fait une dépression, qui ont déclaré avoir une expérience de dépression dans leur vie. Et parmi elles, il n'y a que 200 personnes qui ont déclaré avoir eu un trouble bipolaire. Donc nous, on est vraiment à la recherche de la voix des patients des personnes qui ont un trouble bipolaire et des patients, c'est-à-dire ceux qui sont aussi dans un circuit de soins, ou que vous soyez sorti d'un circuit de soins, il n'y a aucun souci, on prend tout le monde, parce que sinon, je n'ai des données que pour les dépressions unipolaires, et c'est un peu dommage, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en France, et même à l'étranger, pour améliorer la prise en charge des troubles bipolaires. Alors, en échange, parce que évidemment, participer à ça, ça prend quand même du temps. La plupart des personnes, parce que j'avais un peu interviewé des personnes dont on part en dehors des personnes qui avaient une dépression pour savoir pourquoi ils étaient motivés à participer. Beaucoup de personnes nous disent, bah, moi j'aurais envie de soutenir la recherche, mais en fait, j'ai pas forcément les moyens financiers de le faire. Donc, au lieu de faire un don monétaire, je fais don de mon expérience vécue et je témoigne en fait de ma vie avec le trouble, de ma vie quotidienne, de ma vie avec les autres. Et c'est comme ça que je fais avancer la recherche. Donc là, vous voyez, par exemple, Sarah, c'est quelqu'un qui est dans la cohorte. On a pu faire un témoignage avec elle où elle raconte ça. Elle était rentrée bien avant dans Compare pour l'endométriose et elle a rejoint Compare Dépression parce qu'elle avait aussi une dépression au cours de sa vie dès qu'elle a vu que c'était sorti. Oui, je ne vous ai pas parlé des membres du conseil scientifique. Évidemment, je ne suis pas toute seule à faire ça. Je suis l'investigatrice principale, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres chercheurs qui sont très investis. Donc, le docteur Eren qui est addictologue. Il y a évidemment des psychiatres avec des spécialités différentes, plutôt psychiatrie pour les personnes âgées. Du côté de Samuel, spécialiste du suicide du côté d'Alice. Julia, spécialiste du sommeil. Ensuite, on a 2 sociologues qui sont avec nous, spécialistes du genre et spécialistes des jeunes. On a Maud qui, elle est médecin à Rouen, elle a un centre de réhabilitation pour les patients qui ont réhabilitation psychosociale après une dépression. On a aussi une collègue qui est médecin généraliste parce qu'en réalité, la dépression, la plupart des dépressions sont prises en charge, non pas par des psychiatres, mais par des médecins généralistes. Et enfin, une chercheuse en neurosciences cognitives qui, elle, va vraiment s'intéresser aux troubles cognitifs et aux facultés neuropsychologiques. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a essayé d'inventer, on compte bien sûr sur voilà, la volonté de faire progresser la recherche, l'altruisme et la volonté aussi de partager
avec les autres, mais on a bien conscience que comme ça prend du temps, on vous propose quelques petites contreparties. Donc, les petites contreparties qu'on peut faire, elles ne sont jamais financières parce qu'on a un projet de recherche publique et qu'on ne paye pas les patients dans le cadre de recherche. On a développé cette première rubrique qui s'appelle Actu Science, et donc où on fait un résumé en français qu'on pense être accessible avec, à partir d'études qui sortent dans des grands journaux scientifiques. Donc là, il y avait une étude qui était sortie il n'y a pas longtemps sur pourquoi la dépression était plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Et en 600 mots, on essaye de vous transmettre ce que ces chercheurs ont pu découvrir. Donc ça, c'est une rubrique Actu Science. On va bientôt ouvrir une rubrique Actu Med, qui sont des dossiers faits par des psychiatres, donc des médecins ou des addictologues ou des généralistes, sur certains problèmes de santé. Et enfin, on aura une rubrique Actu Culture, où cette fois-ci, c'est une patiente experte qui est aussi professeure de lettres, qui va proposer des ouvrages littéraires autour, voilà, soit qui témoignent de la dépression, soit qui la mettent en scène, qui la racontent, etc. Donc ça permet aussi d'avoir un autre regard sur la dépression et les troubles bipolaires. J'ai oublié évidemment d'insister sur le fait que toute la cohorte est co-construite avec des personnes de Compare. Donc dans les conseils, le membre du conseil scientifique, il y avait Alex Chopin, qui est médiatrice père aidante et qui, elle, a une expérience vécue de troubles bipolaires. Pour chaque étude qu'on conduit dans Compare, il y a à chaque fois 2 patients de Compare qui se portent volontaires pour être co-chercheurs avec nous. Et donc, quand vous vous inscrivez à Compare, il y a un moment donné où on vous demande tout, enfin, dans les premiers questionnaires, est-ce que vous êtes d'accord pour vous engager plus que répondre au questionnaire? Et si vous avez envie de vous engager plus, à ce moment-là, on peut vous proposer plein de petites activités ou missions au sein de Compare, faire des témoignages, aider à écrire des fiches de lecture, participer à des recherches qualitatives avec des entretiens. Donc, moi, j'ai pu en faire une quarantaine depuis 3 semaines avec des patients volontaires. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire dans cette cohorte qui est avant tout participative. Bientôt, on va essayer de trouver un système aussi pour que ce soit vous qui nous fassiez remonter les articles scientifiques, les thématiques médicales ou culturelles que vous voulez que l'on traite. Et donc, on priorisera sur les sujets qui ont été suggérés par les patients de la cohorte. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, on peut peut-être déjà faire une première séance de questions-réponses, je pense, parce que c'est pas forcément un dispositif facile à se saisir. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucune mauvaise question et moi, je suis disposée à discuter de tout avec vous. Alors, j'ai vu une question dans les Q&R. Ah Donc, oui, il ne faut pas tricher, Astrid, ça c'est nous. ça, c'est vous, alors allez-y. Voilà. Donc, non, vous avez raison, on va commencer par la première question de Christelle. Ma fille est dépressive, anorexique et borderline. Avez-vous créé une cohorte correspondante? Alors là, en fait, Compare, c'est une seule et même cohorte. Donc, y compris pour des sous-cohortes qui n'existeraient pas, elle peut déjà s'inscrire et tout au début, il suffit de répondre, de cocher une liste avec un menu déroulant de maladies. Dans les maladies que je veux déclarer, il suffit qu'elle dise une dépression, un trouble du comportement alimentaire et un trouble de personnalité borderline. Et après, on va lui demander plus précisément est-ce que vous acceptez de répondre à des questionnaires sur la dépression? Et là, elle est libre de nouveau de choisir oui ou non. Et sinon, on peut rester dans le Compare et répondre aux questionnaires généraux sur la santé, qui sont communs à toutes les maladies chroniques. Et j'invite vraiment les personnes qui ont un problème de santé mentale à rejoindre cette cohorte pour pas que ce soit une cohorte uniquement de maladies dites physiques. Et de toute manière, pour connaître bien cette cohorte, la plupart des patients qui ont des maladies physiques chroniques, finalement, ils développent aussi un trouble de santé mentale, et notamment des dépressions, des syndromes de stress post-traumatique, des troubles du comportement alimentaire. Donc à la fin, tout le monde déclare plusieurs maladies. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Oui, Très enfin, en ce clair. qui me concerne, oui, je trouve. On va continuer peut-être un petit peu de... Bon, il y a une question très pratique. Aura-t-on accès au replay? Oui, vous aurez accès au replay. Voilà. Bon, moi, je voulais vous poser une question. Euh,
c'est quel est l'objectif? Est-ce que vous avez, quand vous avez établi le questionnaire, vous avez bien sûr dans l'idée un objectif précis, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous l'exprimer? Alors, les objectifs, là, bah, ils sont à l'écran. Donc, ils sont ici. Donc, mieux comprendre la dépression, avoir cette vision 360 degrés qui soit pas uniquement une vision hospitalo-centrée, parce que la plupart des cohortes en France, c'est des cohortes hospitalières. Et donc, c'est vraiment pour répondre une organisation de soins qui est hospitalière. Aussi structurer cette communauté de recherche participative, c'est-à-dire faire masse en fait, et dire à un moment donné, voilà, on est tant de personnes qui ont un trouble bipolaire dont on parle dépression, nous, on voudrait que vous traitiez tel sujet d'un point de vue de la recherche. Et on a cet endroit dans Compare où vous pouvez faire remonter des idées de projets de recherche aussi. Et puis, évidemment, moi, je veux promouvoir les collaborations multipluridisciplinaires. Vous avez vu le comité scientifique que j'ai constitué qui est extrêmement pluridisciplinaire. Et à terme, c'est améliorer la santé et la qualité de vie. Donc, c'est une cohorte qui vivra au moins 10 ans. D'accord? Donc, j'ai pas un objectif précis et un truc à démontrer, parce que ça serait justement beaucoup trop restreint pour un projet de cette envergure. Là, on est vraiment une communauté, une plateforme, et après, tout est possible. Donc, cette année, on va lancer, nous, au moins 4 études en plus dans Compare, en dehors de la partie cohorte. Une sur l'annonce diagnostique, une sur le handicap associé à la dépression. On veut y avoir une description très précise de qu'est-ce qui gêne pour pouvoir remettre à plat à la fois les échelles de handicap qui sont utilisées en recherche, mais aussi en clinique, et à terme, proposer à la MDPH de revoir sa grille d'évaluation du handicap, par exemple. On a un autre projet sur la luminothérapie, et on a aussi un projet, cette fois-ci avec une équipe d'obstétrique, sur le fait de recevoir des soins gynécologiques inappropriés lors d'un accouchement et le déclenchement d'une dépression ou d'un trouble de santé mentale par la suite. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut, avec cet outil, balayer à peu près tout l'espace de la santé et de la vie quotidienne. Et donc, je ne peux pas vous dire maintenant quels seront tous les projets qui seront faits dans les années à venir. En tout cas, quand vous êtes inscrit, vous n'êtes pas obligé de participer à tout. On vous propose, vous pouvez vous dire, bah tiens, là, je participe uniquement à ça. Cette année, j'ai envie de répondre que à mes questionnaires de base. Et puis même si pendant un an, parce que ça va pas, vous pouvez pas répondre, il faut surtout pas hésiter à reprendre l'année d'après. Ça arrive souvent. Et donc, il manque des données pour une personne sur un an, mais finalement, à l'échelle de 10 ans, ce sera pas très grave. Vous voyez, si vous... voilà. Donc, non, on connaît déjà des personnes, comme ça a été créé, c'est sorti vraiment en 2017-2018, il y a des personnes, ça fait déjà bien 6-7 ans qui sont dedans et qui répondent euh, voilà, de façon régulière aux questionnaires et ils sont très satisfaits. Alors moi j'ai une question de Louis qui demande si un aidant de bipolaire peut-il participer à une cohorte et si selon votre réponse, est-ce que ça se fera à l'avenir? Alors, pour l'instant, on ne peut participer que comme soi-même ayant une expérience de maladie chronique. Donc, si l'aidant, il a, je sais pas, un diabète ou une hypertension, il rentre dans Compare, il déclare diabète ou hypertension. Et à ce moment-là, mais il répondra pour sa santé à lui. Ce qui est fait dans Compare, et moi dans Compare Dépression, j'ai une question, êtes-vous l'aidant d'une personne principale, d'une personne qui a un autre trouble? Et donc là, il peut aussi cocher ça. Mais il n'y a pas de questionnaire dédié pour les aidants de personnes qui ont un trouble bipolaire. Si vous entrez dans Compare, c'est pour votre santé à vous. Très bien, merci. Et donc à l'avenir, non, c'est pas non plus prévu parce que, comme vous avez pu le voir, en fait, l'ensemble des comités d'éthique qu'on a eus, ils sont valides pour quand les personnes parlent de leur santé à eux, pas pour des personnes qui parlent de la santé d'un autre. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on peut se servir, et c'est déjà été le cas, on peut se servir de compare dépression ou d'un autre cohorte. Donc moi, je pourrais très bien vouloir faire une étude sur les aidants des personnes qui ont une dépression et solliciter les gens de Compare Dépression en disant si vous avez un proche autour de vous qui vous aide, est-ce que vous pouvez lui transmettre cette étude? Mais c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Très bien. Eliane, Blandine? Oui, un spectateur anonyme. En tant que bipolaire de type 1, je n'ai jamais vécu de dépression. En revanche, des problèmes avec mes employeurs dus à l'autorité. Que dois-je faire pour m'aider? Car c'est une forme de dépression
licenciement, même si je n'ai pas vécu comme question très transverse, dit l'auteur, j'en conviens. Non, mais c'est très important. C'est-à-dire que dans Compare Dépression, ce que nous, on a choisi de faire, vous pouvez vous inscrire même si vous n'avez jamais eu de diagnostic formel de dépression. C'est-à-dire que si vous vous considérez, vous avez fait une dépression, mais que vous n'avez pas consulté pour ça, vous pouvez être aussi inclus et il y a un sous-groupe de personnes qui pensent avoir fait une dépression sans avoir jamais eu de confirmation de diagnostic non plus. Donc si vous, vous sentez en vous, ou vous dites, franchement, ce moment-là de la vie, pour moi, c'était une dépression, mais j'ai jamais été voir un médecin pour ça et j'ai pas de confirmation, vous pouvez quand même vous inscrire à Compare Dépression et participer au questionnaire comme les autres. Là, il n'y a aucun problème pour ça de notre côté. Alors, Alors, Caroline demande, a-t-on les résultats des études? Oui, effectivement, je ne vous ai pas présenté ça. Donc, en fait, une fois que, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, Oui. quand on va sur l'onglet Je suis patient, vous allez à Projet en cours et terminé. Et donc là, donc vous savez, ça fait très peur parce qu'il y a tous les projets de la cohorte pour pour toutes les maladies. Donc, il y a des pages et des pages et des pages. Mais si on tape dépression ici, voilà. Donc, vous avez donc là, vous avez le protocole de ce que je vous raconte là qui est en open access ici. Et moi, voilà, ça c'est deux études une étude que je suis en train de conduire en ce moment et qui est une étude qualitative qui va bientôt être fermée. Celle-là aussi, c'est moi qui la conduis avec une collègue. Et là, par exemple, celle-là, elle a été publiée. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez accès directement au journal. Alors, vous direz, ça nous fait une belle jambe parce que c'est en anglais, j'en conviens. Mais normalement, il y a un petit résumé ici en PDF qui est écrit par moi-même par l'investigateur principal et qui du coup re-raconte tout ce qui s'est passé avec un résumé en français et vous avez tout le protocole qui va avec. Donc, on s'engage dans cette cohorte à fournir aux participants de Compare tous les résultats avec un résumé dans leur langue, donc en l'occurrence en français. Par contre, vous n'avez pas les résultats instantanés. Et ça, pourquoi? Parce que le temps de la recherche, c'est un temps long. C'est-à-dire que, par exemple, si vous remplissez un questionnaire, là, en janvier 2024, il se peut que les premières données publiées, enfin, c'est difficile de pouvoir publier scientifiquement des données avant, je dirais, avril 2025. Pourquoi? Parce que le temps que, on extrait les données, qu'on les analyse, qu'on les écrive, que ce soit reviewé par 5 personnes, 5 scientifiques du monde entier, qui relient, qui vérifient la validité, qu'ensuite l'éditeur accepte, honnêtement, c'est quelque chose qui prend plus d'1 an. Voilà, donc en général, quand on fait un retour aux gens sur les études, c'est au moins 1 an et demi enfin voilà, 1 an et demi après, je ne veux pas m'engager à moins. Mais en général, les gens se rappellent et disent, ah oui, c'est vrai, j'avais participé à ça. Donc vous aurez toujours un retour, mais ce retour est très différé par rapport au moment de la collecte. oui, On, alors, on a Joseph qui nous demande le fait pour un patient de participer à vos recherches peut-il avoir des effets bénéfiques indirects dans le temps et avant tout résultat sur les progrès de la santé? Oui, alors un effet indirect sur la personne, ça je pourrais pas et je ne m'engagerai pas là-dessus. Je sais ce que je peux vous dire du témoignage de l'autre personne, parce qu'on a quand même auditionné à peu près 15 000 personnes de la cohorte, et moi j'ai fait des entretiens avec des personnes de Compare Dépression plus précisément. Il y a des gens qui s'en servent un peu comme journal de bord, comme journal intime, etc. Donc eux, ils y trouvent un bénéfice, comme je vous ai montré, il y a un dashboard, ça leur sert de dossier de santé, comme ça, ils consignent tout ce qui se passe et quand ils vont voir le médecin, ils impriment leur page compare et ils les amènent au médecin. Donc voilà, ça c'est un usage complètement détourné de ce que nous on avait envisagé, mais on est très heureux que ça puisse servir à ça. Par contre, en termes d'impact de recherche, oui, ça a un impact concret. C'est-à-dire que par exemple, moi, l'étude que je vous ai montrée, que j'avais fait, du coup, je l'avais lancée en 2018 et vous voyez, je l'avais lancée en mai 2018. Elle a été publiée en juillet 2020, donc ça vous donne à peu près une idée quoi, du délai que ça prend. Donc cette étude, j'avais demandé aux gens qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour vous dans la dépression. Donc voilà vraiment 3, 4 questions ouvertes de ce genre-là où les gens témoignaient, en fait, me racontaient leur expérience.
Et ça, c'est en train de transformer la façon dont on évalue l'efficacité des traitements. C'est-à-dire qu'avant, on faisait ça avec l'échelle d'Hamilton. Et là, avec cette étude, démontre que l'échelle d'Hamilton, en fait, ne reflète pas les besoins des patients. Et que donc, on a du mal à informer les décisions thérapeutiques, donc le choix des médicaments, et l'autorisation de mise sur marché, et l'autorisation des remboursements, sur la base de cet indicateur-là, qu'il faut qu'on utilise des indicateurs qui soient plus près de ce que veulent, de la vie des personnes, quoi. Mm. Donc, oui, il y a un impact, mais encore une fois, très différé par rapport au moment où vous donnez votre donnée. Il y a un premier impact de recherche, deux, le temps que tout, parce que là, ce papier, donc, il a 3 ans, le temps que ça circule dans le monde de la recherche, que ça remonte. Ensuite, au niveau des autorités régulatrices, ça prend aussi du temps. Donc ça, nous, quand on est chercheurs, on est habitué à ces délais. Donc on prend notre mal en patience. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut, voilà, il faut se rendre compte et vivre avec ça. D'accord. Et c'est ouvert dans combien de pays? Vous Alors, avez quel rayonnement? oui, il n'y a pas de limite de pays, c'est juste une limite de langue, puisque tout est en français. Mais si vous parlez français, que vous vivez en Suède, vous pouvez venir. Les Suisses, Belgique, Canada, on a des gens de ces pays-là aussi. Ça, il y a, c'est, aucun problème. C'est juste que le questionnaire n'est disponible que en français. Donc, il faut être à Mhm. l'aise avec la langue française. Mhm. Il y a un spectateur anonyme qui demande: Ma fille a un trouble anxieux avec des épisodes de panique, avec plusieurs épisodes de dépression. Peut-elle entrer dans ce questionnaire? Oui, bien sûr, c'est tout à fait fait pour, voilà, si vous avez une dépression, même avec une addiction, une dépression dans le cas d'un trouble bipolaire, une dépression dans le cas d'un trouble panique, une dépression et une sclérose en plaques, et un antécédent d'AVC, un infarctus du myocarde, n'importe quoi, vous pouvez rentrer dans Compare. Compare, c'est vraiment toute maladie chronique, voilà, donc il n'y a pas de... nous n'excluons pas les personnes. En tout cas, quand vous entrez dans Compare Dépression, je vous dis, les questions d'inclusion, c'est: avez-vous actuellement un épisode, pensez-vous avoir actuellement un épisode de dépression? Oui, non, peut-être. Si vous dites oui ou peut-être, vous êtes inclus. Donc, vous voyez, on veut pas, même si vous n'êtes pas sûr, vous êtes quand même inclus. Et si vous dites non, on vous demande: pensez-vous avoir fait par le passé un épisode de dépression? Oui, non et peut-être. Et on exclut uniquement les gens qui auraient dit non et non. Voilà. D'accord. Merci. Eliane, Marie? Blandine, est-ce Non. que... Si, je suis alors une question de Tasnim, je pense. Je suis diagnostiquée souffrante de troubles bipolaires type 2 depuis une quinzaine d'années, stabilisée après un long travail sur moi. J'aime bien partager mon expérience et bon, j'ai plusieurs fois pensé, je suis professeure université et coach professionnelle en qualité comportementale et émotionnelle. Bon, il n'y a pas vraiment de question, mais peut-être que Oui, vous pouvez bah, dire ce que vous en pensez. si vous rejoignez Compare Dépression et que vous dites je veux m'engager plus et que vous mettez en texte libre, voilà, les compétences que vous pouvez apporter, ça nous sera mentionné, puis on pourra y penser pour une prochaine tâche, où vous pouvez proposer aussi de dire, voilà, si vous avez besoin de gens pour aider à faire un peu de communication, à parler de certains sujets, vous pouvez toujours proposer vos idées. Alors, sur la partie commune, c'est pas moi qui ai accès directement à tous ces tickets-là. C'est quelqu'un qui s'appelle Mathilde. Donc, quand on va dans organisation et qu'on regarde l'équipe Compare, donc voilà, vous voyez les personnes qui travaillent dessus. Donc, Mathilde Bravo, elle est chargée de communication. C'est elle qui reçoit les tickets. Et puis, il y a Lise Godin qui vient d'arriver la semaine dernière, qui travaille à mi-temps uniquement pour la cohorte Compare Dépression et l'autre mi-temps uniquement pour la cohorte pardon, sur les addictions qui, elle, sortira fin mars. Voilà, donc Élise aussi peut avoir accès au ticket. Sinon, Leslie et Ti travaillent sur la partie scientifique. Et puis, Isabelle et Carolina sur la partie des données. Vous voyez, donc on est quand même une assez grosse équipe finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Oui. Christelle pose une question. Est-ce qu'en fonction de nos réponses, vous pouvez nous donner personnellement des solutions de prise en charge ou de conseils? Alors la réponse est non, parce que, en tout cas dans la législation sépare très strictement
la recherche du soin. Et donc, nous, on est sous un régime juridique de recherche. Et donc, moi, même si je suis psychiatre, j'ai interdiction de me prononcer sur le diagnostic, le pronostic, le traitement à choisir pour chacun d'entre vous. Donc, je suis tenue, en tant que chercheuse, d'être sur ma réserve parce que quand on interagit ensemble, que ce soit à travers les questionnaires ou que ce soit dans les interviews qualitatives que je peux faire, je suis là en tant que chercheuse et je n'ai pas le droit de donner, voilà, je ne suis pas là en consultation médicale, c'est un autre régime. Je ne suis pas habilitée à faire ça. Donc, dans Compare Dépression, il n'y a pas de retour en temps réel sur les questionnaires et il n'y a pas du tout pas de conseils sur les soins, etc. Par contre, ce qu'on fait, c'est dans l'animation, dans la communication, dans les dossiers médicaux. Là, on va pouvoir voilà, répondre à des questions médicales, mais du coup, c'est dans un statut de communication et c'est pas non plus dans un statut de consultation ou médecine personnalisée digitale, quoi. Voilà. Oui, oui, évidemment, ce que vous dites là, ça répond à beaucoup de frustrations des personnes là qui écrivent. Je vous dis, Mélanie, par exemple, nous dit: Bonjour, je suis suivie pour dépression depuis presque un an. Les traitements essayés pour le moment ne me conviennent pas, me rendent malade, etc. Bon, que faire, comment faire dans ces cas-là, vous voyez. Donc, est-ce que, bon, l'idée peut-être, c'est est-ce que quand même s'inscrire dans cette cohorte et participer, est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux personnes dans leur quotidien du vécu de la dépression? Alors, je pense que, encore une fois, au niveau individuel, je ne peux pas répondre, ça va dépendre des personnes. Et puis, vous pouvez toujours vous inscrire. Et puis, au bout d'un moment, soit demander à vous désinscrire et même écrire pour qu'on efface vos données. Ça, c'est toujours possible. Ou juste ne plus répondre. Et nous, en général, on contacte que les gens qui ont interagi sur les 12 derniers mois. Donc, au niveau individuel, ça va vraiment dépendre de vous et voilà, de si vous aimez bien faire ça, si ça fait sens pour vous dans votre vie. Moi, je pense que quand on a des mauvaises expériences en santé, avec les médecins, avec les soignants, avec les traitements proposés, avec les prises en charge, je pense que c'est important d'en témoigner dans des lieux où ça va servir. Parce que c'est une chose de le dire dans des forums, sur Twitter, etc. Mais ça, derrière, ça aide pas à définir les politiques publiques. Ça ne devient pas un savoir constitué qui va changer les recommandations cliniques, etc. Alors que avec justement ce qu'on fait, nous, on le transforme en science et on peut dire, voilà, parmi les gens prennent un antidépresseur, il y a tant de pourcents qui ont des vomissements, qui sont malades, il y a tant de personnes qui ont recours à des médecines alternatives. Et là, on commence à avoir des choses qui peuvent être des leviers, en fait, pour développer de nouvelles prises en charge. Voilà. Donc, voilà. Pour répondre à la situation personnelle de Mélanie, je pense que voilà, qu'on n'est pas satisfait d'un traitement, il faut bien sûr en parler avec ses psychiatres et si c'est compliqué, avoir un deuxième avis ou même potentiellement demander à des centres experts en accord avec son psychiatre traitant en disant là, j'ai l'impression qu'on a fait un peu tout le tour. Est-ce que vous voyez à qui d'autre on pourrait demander? Donc ça peut être une première option. Donc ça, c'est pour vraiment la prise en charge médicale, ce serait un peu mon conseil. Et après, pour la partie scientifique, est-ce que cette expérience malheureuse, elle peut servir? Eh ben, la réponse est oui, elle peut servir au collectif, justement, si derrière, nous, on fait des recherches autour, par exemple, des effets secondaires. J'ai déjà publié il y a 2 ans une première étude sur quels sont les effets secondaires des antidépresseurs que les personnes considèrent le plus intolérables. Pourquoi? À quoi ça sert? Et ben derrière, ça va contraindre euh, les fabricants d'antidépresseurs et les autorités régulatrices qui les mettent sur le marché et qui autorisent le remboursement à dire, bah voilà, comme les gens ils considèrent que la dysfonction sexuelle, c'est vraiment un truc très très pénible, à 2 antidépresseurs égaux en termes d'efficacité, merci de prioriser celui qui n'a pas cet effet-là. Alors pour l'instant, on connaît énormément d'effets secondaires d'antidépresseurs, mais on ne sait pas lesquels sont les plus gênants pour les personnes, au niveau même global. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire autour de votre expérience vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de la psychiatrie, des soins de médecine générale,
des médicaments, de la psychothérapie, de la lumiothérapie, des applications, etc. On va faire plein de recherches là-dessus. Il y a une autre question de Lydie qui Oui. demande, la cohorte comporte-t-elle uniquement des personnes majeures ou bien inclut-elle des jeunes? Si oui, à partir de quel âge? Excellente question. J'ai oublié de le préciser, uniquement des personnes de plus de 18 ans, donc personnes majeures. Ah, zut. Ah oui, parce qu'alors là, les comités d'éthique pour les mineurs, c'est encore autre chose. Donc nous, on est sur les majeurs. Et pareil, on ne peut pas remplir pour un mineur. C'est comme la question de l'aidant. Euh, Même si on est parent d'un enfant, par exemple, de 12-13 ans qui aurait une dépression, malheureusement, on ne peut pas, en tant que parent, remplir des questionnaires sur l'état de son enfant. Tout simplement parce que aussi, on utilise des questionnaires standardisés qui ont été conçus pour des adultes. On pose des questions qui ont rapport à la vie d'adulte et on ne pose pas des questions sur l'école primaire, sur le collège. On pose des questions sur l'université, pour les étudiants, pour ceux qui le sont. On pose des questions sur la vie professionnelle, mais on n'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans l'enfant et l'adolescent. Mhm. D'accord, merci. Alors, Joseph rebondit. Autrement dit, participer, c'est aussi témoigner sur les erreurs dans le traitement de la dépression ou comprises comme telles. Bien sûr. C'est témoigner au sens large de toutes vos expériences avec la dépression, avec le système de soins, avec vos proches, vraiment, ça balaye extrêmement large. J'ai essayé de faire en sorte que enfin, moi, je m'intéresse pas à la maladie, je m'intéresse aux personnes. Et donc, je m'intéresse à une personne quand elle apprend qu'elle a un trouble bipolaire ou qu'elle vit avec un trouble bipolaire, une personne qui a une dépression. Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Comment ça influe sur sa trajectoire personnelle? Quel impact ça peut avoir dans la vie sociale, familiale, etc. À quel type de professionnel de santé elle est confrontée? Quel type de soins on lui a déjà proposé? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Etc. Euh, En tout cas, il y a Céline qui nous dit, je viens de m'inscrire et c'est très facile. Il y a de la réaction. Donc Oui, ça, c'est chouette. Alors, ne vous inquiétez pas, sur le premier mois, vous pouvez avoir pas mal de questionnaires qui arrivent. Ça peut être un peu effrayant parce qu'en fait, il y a les questionnaires de la cohorte Compare générale, plus il y a les questionnaires de nous Compare Dépression. En fait, on les tronçonne pour pas qu'ils durent plus de 5 à 10 minutes chacun. Donc, au lieu de vous envoyer un grand questionnaire qui dure 1 heure, vous allez recevoir 6 questionnaires de 10 minutes. Et quand vous voyez dans le dashboard, à chaque fois, ils sont disponibles sur plusieurs jours. Donc, au moment où vous recevez un mail, il ne s'agit pas de répondre forcément au questionnaire dans la minute. Il y a des gens qui me disent, bah moi, 1 fois par mois, je me connecte sur mon dashboard et pendant 1 heure, au lieu de scroller sur Twitter, bah, je réponds aux trucs dans Compare, quoi. Vous voyez, ça peut être une espèce de petite routine comme ça que vous avez. Ou alors, il y a des gens qui... alors, le mieux, la plateforme, pour l'instant, elle fonctionne hyper bien sur ordinateur. Elle fonctionne un peu moins bien, c'est moins agréable. C'est pas qu'elle fonctionne moins bien, c'est qu'elle est moins agréable sur téléphone. Donc, enfin, je vous conseille, mais c'est, voilà, vous faites comme vous voulez, de vous dire, bah, tiens, là, j'ai 30 minutes à tuer, bah, je vais me connecter avec l'ordinateur et je vais répondre au questionnaire de Compare. Parce que sur le téléphone, ça peut être, voilà, ça peut être un peu petit parfois, enfin, c'est moins sympa que sur l'ordinateur. Là, la démo, je vous l'ai faite sur l'ordinateur exprès parce que c'est justement plus sympa. On va refaire la plateforme. Comme c'est des marchés publics, ça prend du temps. Et on pourra implémenter plein d'autres choses. À terme, on veut mettre des serious games, des espèces de jeux vidéo pour évaluer les fonctions neuropsychologiques. Enfin, voilà. Donc là, on a reçu des financements. Le temps que ça se mette en branle, etc., je pense dans 2-3 ans, on aura des options bien plus interactives pour Compare en général. L'autre chose aussi, c'est que ça devrait être chaîné aux données de la sécurité sociale. Donc là, c'est-à-dire que ce serait une possibilité pour les personnes qui acceptent. Donc, si vous êtes dans Compare, potentiellement dans 1 an, vous recevrez un message en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on chaîne les données de la sécurité sociale avec les données collectées dans Compare? Donc, vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ça. Je vous explique à quoi ça sert. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, donc, toutes les données de Compare sont des données auto-rapportées, c'est-à-dire que on vous fait confiance sur le fait que vous nous disiez des choses que vous pensiez vraiment. Et
Et on sait aussi que c'est parfois compliqué de se souvenir quand vous demandez c'était quand les dates de la dernière hospitalisation, de répondre sur le nombre de dates, le nombre de jours exacts. Donc, les données de la sécurité sociale, c'est des données qui concrètement comprennent quoi? Les durées d'hospitalisation, le nombre de consultations de médecins, le nombre de boîtes de telles molécules achetées, etc. C'est des données assez pauvres finalement. C'est des données de consommation de soins. Et donc, ça permettrait d'alléger beaucoup les questionnaires qu'on part et nous de récupérer les données brutes sur ces variables-là qui sont pas si nombreuses, mais qui sont finalement pas si intéressantes pour vous à remplir et pas si simples à collecter du fait voilà, des difficultés de mémorisation qu'on a sur des choses de ce genre-là. Est-ce que le site est accessible aux personnes malvoyantes? Alors ça malheureusement, je pense pas. Je pense pas que le site soit fait pour les personnes malvoyantes tel qu'il est. C'est aussi quelque chose qu'on travaille sur la révision de la nouvelle plateforme. Alors, il y a Sophie qui nous dit bonjour, merci pour cette intéressante présentation. Comment faites-vous pour traiter et analyser les questions ouvertes de vos questionnaires? Oui, donc c'est effectivement très important. Il y a des questions fermées, comme j'ai montré, on peut cliquer les cases. Il y a des questions ouvertes dans lesquelles vous pouvez rédiger des textes avec pas forcément de longueur définie. Donc il y a des gens qui donnent 3 phrases et des gens qui peuvent en donner 15, 20. Comment je fais? Donc ça, j'ai 2 techniques et ça dépend en fait des besoins de la recherche. Je peux faire soit de l'analyse qualitative manuelle, ça veut dire qu'on est 2 ou 3 chercheurs à tout lire en tant qu'être humain et ensuite à coder, à classer en fait ce qu'on lit, donc à couper des portions de texte, c'est-à-dire bah, ça se rapporte à tel thème, ça à tel thème, ça à tel thème. Donc là, vous êtes vraiment lu par un être humain qui va comprendre le sens à l'aune aussi de ce qu'auront répondu les autres et qui va en faire une grande carte thématique, par exemple. Et de plus en plus maintenant, ce que je fais, c'est que je combine ça avec des analyses textuelles automatisées qui me permettent aussi d'éviter mes propres biais, en fait, à moi et à mes collègues. Donc ça, c'est des analyses textuelles automatisées. Ça va compter le nombre de mots, enfin, isoler les champs lexicaux, regarder les structures de syntaxe, etc. Donc là, je suis en train de m'en servir justement sur une étude sur la douleur psychique avec lequel j'ai fait des entretiens qui duraient 1 heure et demie avec des personnes qui avaient une dépression. Et donc, moi, je fais l'analyse qualitative d'un côté avec un collègue en aveugle, et il y a la machine qui fait aussi ces analyses, et après, on croise pour essayer de limiter au maximum les biais d'interprétation. Donc, il y a plusieurs techniques d'analyse possibles. Et pouvez-vous nous donner une idée de ce que ça donne, l'analyse de la machine et votre analyse? Alors, Est-ce que je vais vous montrer des données top secrètes. Non, c'est une étude que j'ai pas encore soumise, mais je vais vous montrer parce que justement, donc, je travaille avec un autre collègue sur ça. Alors attendez, il faut que je retrouve. J'ai départagé le temps que j'ouvre le bon fichier pour vous épargner ma boîte mail qui déborde. Alors où est-ce qu'il est? c'est Donc très intéressant quand même? c'est un Vous collègue avez qui. vous êtes Non, non, mais une parce heure que et demie, justement, je sais pour vous montrer. Alors, par contre, c'est pas sur des données qu'on part, hein, mais ça peut vous donner un peu, enfin, ça peut quand même vous donner un peu un ordre d'idée. Voilà, c'est bon, c'est là. Alors, je vais repartager. Donc, c'est totalement animé. De toute manière, c'est un entretien qui a été fait en Australie. Donc, pas de risque de connaître la personne. Donc voilà, donc Baptiste Brossard, qui est anthropologue et spécialiste de la santé mentale. Moi, je fais le même en France et on a un collègue qui fait le même en Belgique. On fait une étude comparative. Donc, on a fait des entretiens avec des personnes qui ont une dépression pour voir si ils rapportaient une douleur psychique. Donc, il faut imaginer, vous avez à peu près une vingtaine de pages de texte retranscrits d'après ce que les personnes ont dit. Donc, voilà l'analyse qualitative. Nous, on en a fait une biographie. Et après, voilà ce que peut sortir la machine. Donc, alors c'était en anglais parce que c'était une patiente anglaise. Donc voilà les noms qu'elle prononce le plus, les verbes, les adjectifs. Là, ça c'est un TF-IDF, c'est-à-dire ça analyse son discours par rapport aux autres discours des autres personnes et on regarde qu'est-ce que elle dit plus que les autres. Donc c'est pas seulement qu'est-ce que elle dit plus en soi, mais qu'est-ce qui la caractérise, c'est une sorte de carte d'identité linguistique de cette personne.
Et après, on a essayé de remettre en contexte, c'est-à-dire que quand cette personne utilise le mot cerveau, elle personnifie son cerveau. Et là, on a ranké les expressions accrochées à la douleur. Là, c'est sur les lemmes. Enfin, voilà. Donc, la machine, elle nous sort des choses comme ça. On a préprogrammé pour lui demander de faire ces analyses-là. Donc on a mis 1 an à développer ce type d'analyse, hein, à partir des résultats, mais ça nous donne une plus grande objectivité sur nos interprétations de données qualitatives. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, oui, c'est beaucoup de travail quand même. Oui. C'est énormément de travail. Ah oui, Question finance. Mathieu nous demande, vous donnez l'impression de disposer de moyens financiers assez importants. Les pouvoirs publics misent beaucoup sur les résultats de vos recherches? alors, très bonne question. Donc, Compare a eu un financement, Compare en tant que cohorte, a eu un financement important d'amorce de la PHP et de l'Université de Paris. Maintenant, pour monter des sous-cohortes dédiées, il faut faire des levées de fonds spécifiques. Et ça, c'est très dur à obtenir parce que les pouvoirs publics ont tendance à financer par projet, par petits projets et pas des outils. En fait, là, c'est une infrastructure de recherche, hein, ce qu'on a. C'est une plateforme, c'est une communauté. Donc, c'est un projet au long cours. Donc, pour ça, j'ai levé, je vous dis tout, hein, ce soir, j'ai levé 150 000 euros auprès de la fondation Sisley. Donc, si la Fondation Sisley, c'est elle aussi qui a financé le festival Pop et Psy, etc. Et donc ça m'a permis de tout mettre sur pied jusqu'ici, et notamment de financer la communication. Parce que là, je ne vous ai pas partagé, mais voilà, venez nous suivre sur le Facebook de Compare Dépression et sur l'Instagram de Compare Dépression. Vous avez toutes les nouvelles et toutes nos actions, plein d'explications, vous pouvez interagir. Et derrière, c'est Lise Gaudin, dont je vous ai parlé, qui pilote ces réseaux et qui est là pour répondre aussi aux messages et animer ça. Donc, le financement dont je me suis servi, enfin que j'ai reçu pour cette cohorte, m'a permis de payer des personnes pour travailler sur l'infrastructure Compare, pour travailler sur la communication de Compare, pour travailler sur les analyses statistiques des premières données, parce qu'on monitore les inclusions dans la cohorte, donc ça nécessite vraiment un biostatisticien qui travaille à plein temps là-dessus depuis 2 mois. Donc ça sert à financer tout ça. Après, moi, ça me demande de façon très récurrente d'aller lever d'autres fonds par projet. Mais ça, enfin, voilà, c'est la vie de chercheuse et donc ça fait partie de mon métier. Donc voilà. Après, la question de est-ce que les pouvoirs publics misent là-dessus? Je pense qu'ils commencent à percevoir ça. Par exemple, il y a eu des très belles réussites avec les cohortes endométriose. Donc la cohorte endométriose, c'est 10 000 patientes. Et moi, j'aimerais qu'on arrive à ça pour dépression, troubles bipolaires, parce qu'en réalité, on est aussi nombreux dans dépression bipolaire en France. Sauf que les patientes d'endométriose, il y a eu un énorme mouvement à un moment donné autour de ça, et elles se sont fédérées autour de Compare endométriose. Et avec ça, elles ont pu porter le plan national de l'endométriose en janvier dernier, qui a été porté par la présidence de la République. Et donc, Compare est cité dans ce rapport comme un des outils clés pour développer des politiques de santé en France. Une deuxième grande réussite, hein, c'était, alors on l'a pas vu, parce que ça a commencé avant le Covid et donc du coup ça a été stoppé par le Covid. En réalité, il y avait, comment ça fonctionne au ministère de la Santé, on fonctionne par plan, ils planifient des plans 3 ans à l'avance. Donc en 2019, ils nous ont saisis pour qu'on leur aide à écrire le plan Ma Santé 2022. Et donc, le plan Ma Santé 2022 avait été fait à partir des participants de Compare, notamment sur les priorités pour le système de soins. Donc, entre-temps, le Covid est arrivé, donc on n'a pas pu l'appliquer tel qu'on l'avait pensé 3 ans auparavant. Mais voilà. Et toujours sur le Covid, on a été la première cohorte Covid long au monde. On a été les premiers à justement identifier l'entité Covid long, puisque on a été donc confinés le 17 mars. On a travaillé d'arrache-pied avec les collègues sur les 15 jours qu'on suivit. À partir du moment où il y a eu en se disant on va commencer à monter une cohorte, et à partir du moment où il y a les premiers signaux de patients qu'on dit attendez, moi ça fait 3 mois que j'ai des symptômes de Covid, on a pu monter cette cohorte le Covid long. Donc on est la première et la plus grande cohorte mondiale Covid long. Donc voilà, donc
Compare Dépression, c'est aussi un outil, effectivement, pour aller voir les pouvoirs publics en disant, et moi c'est ce que je compte faire pour l'annonce diagnostique et pour le handicap, en disant, bah voilà, dans Compare, à propos du handicap, il y a ça et ça qui a été dit. Mais à ce moment-là, il faut bien se rendre compte que c'est pas pareil si je dis, c'est 1500 personnes qui ont dit ça et c'est 10 000 personnes qui l'ont dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le poids auprès des pouvoirs publics, bah, c'est pas le même, quoi. Donc c'est pour ça que la stratégie aussi de recruter le maximum de personnes possible, c'est d'avoir derrière un impact plus important scientifiquement et socialement. Si on rapporte le au nombre de patients bipolaires potentiels qu'il y a en France, il y a un, un lit énorme, il y a un taux énorme de patients, ça doit faire au moins 600 000 personnes probablement qui souffrent de troubles bipolaires, Ouais. donc de dépression à un moment donné. Donc là, il faut, enfin, moi, je suis prête à réfléchir avec vous sur comment on fait pour atteindre ces personnes et leur proposer de participer. Il ne s'agit pas de forcer, de contraindre les personnes, mais juste leur faire connaître, en fait, le dispositif, faire connaître et faire comprendre, parce que comme vous l'avez vu, on a beaucoup discuté ce soir, parce que c'est un objet, un peu un ovni, hein, ça existe nulle part ailleurs dans le monde, ni rien. Donc, c'est pas forcément facile à comprendre. Et nous, par exemple, donc on parle, on va mettre en place un système aussi de patients ambassadeurs, donc de personnes qui peuvent relayer et expliquer avec leurs mots justement de participants sur qu'est-ce que ça veut dire de participer dans le Compare. Mm. Une des difficultés probables pour les personnes de répondre, c'est quand ils sont en pleine dépression, d'après ce que nos patients vivent, c'est qu'ils sont tout à fait incapables même de répondre à un questionnaire ou d'allumer l'ordi ou de faire des choses. Quoi. Au plus Oui, profond de la dépression, c'est parfaitement inaccessible. À ces bien sûr. moments-là, il n'y a pas d'envie, pas rien. Et donc, c'est possible quand même pour eux de participer à un moment. Exactement, puisque en fait, on a, voilà, les données sont, vous êtes sollicité à peu près annuellement pour actualiser les données. Donc, et je demande, avez-vous fait une dépression dans l'année? Donc, il ne s'agit pas forcément de répondre à ça sur le moment où vous avez la dépression. Vous avez dans l'année pour dire, voilà, cette année, j'ai fait une dépression entre je sais pas, je vais dire entre mars et octobre. Et voilà, et ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin de tout répondre en temps réel. J'ai mis une tolérance sur le scientifique, une tolérance scientifique hein, sur le fait de pouvoir répondre au questionnaire. À chaque fois, vous avez au moins 6 mois et pour certains, c'est 1 an. Donc, pas de panique. Et pas de culpabilisation. Pas de culpabilité sur ah, j'ai pas répondu à mon questionnaire en temps. En réalité, il y a toujours une grande marge pour répondre. Autre question, Non, non, il n'y a pas d'autres, je vois pas d'autres questions. attends, il y a J'en ai une, si. J'ai une question Oui. de Louis qui demande, l'errance médicale pour les diagnostics de troubles bipolaires fait-elle partie de vos questions? Alors, pour l'instant, non, mais c'est un projet effectivement qu'on a, un projet dédié à l'errance diagnostique. Et donc ça, voilà, dans les années à venir, on va le faire. Il faut bien comprendre que pour nous monter un projet, c'est 6 à 8 mois de développement de protocole, de revalidation au sein de la cohorte, de programmation des questionnaires dans la cohorte, de planification de communication, etc. Donc là, moi, je sais que pour pas me mettre moi-même en burn-out, pour l'instant, je peux pas en faire plus de 5 par an. Donc voilà. Après, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que j'ai fait un grand comité scientifique où chacun va pouvoir monter en responsabilité, être en charge aussi d'études, et que moi, enfin, voilà, ça va grossir. Je veux pas garder le pouvoir de décision pour moi ni quoi que ce soit, mais c'est juste sur le début, donner une ligne directrice, démontrer le type d'études qu'on peut faire, et après, ça ira de plus en plus loin. Et typiquement, bah, Louise, si vous êtes dans la cohorte, je vous invite à dire, soit dans le formulaire de contact, soit à l'issue enfin, c'est peut-être le mieux, ou dans la partie avez-vous des idées de recherche à suggérer, bah, dites, bah voilà, moi j'aimerais proposer, enfin, je pense qu'il faut absolument traiter la question de l'errance diagnostique dans le trouble bipolaire. Alors, il y a Caroline qui nous dit, je suis bipolaire, je découvre le dispositif
conférence. Je n'avais jamais entendu parler. Je trouve ça très intéressant. Je me suis inscrite. Voilà, Merci presque beaucoup. immédiatement. Et alors, n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'il y a aussi. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Autant pour l'endométriose, il y a maintenant une certaine fierté d'identité à le dire sur les réseaux sociaux, etc. Pour les troubles bipolaires et la dépression, c'est pas forcément si simple et je le comprends parfaitement. Mais c'est vrai que aider, ça peut être aussi bah, en parler à des gens que vous connaissez ou même à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Alors, je sais pas si je peux vous mettre les liens peut-être dans le chat, comme ça vous pouvez directement cliquer dessus. Donc ça, c'est le lien On le Instagram. mettra dans le replay. Ouais, On le mettra dans le replay, oui. là je vous le mets déjà pour ceux qui sont directement en ligne, comme ça vous pouvez En cliquer dessus ligne. directement. Voilà, mais dans le replay, ou aussi peut-être que je ne sais pas si vous envisagez de faire une lettre à tous vos adhérents, on peut faire une petite newsletter pour annoncer le dispositif, Oui. enfin pour enrober le replay par exemple, et mettre aussi ça. Donc nous suivre sur les réseaux sociaux, nous retweeter de temps en temps, nous republier, en parler à des gens même comme ça en disant voilà, moi ah, la recherche, oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, bah, moi je participe à Compare. On sait que ça marche. Parce que vous savez, moi, ce que je me suis rendu compte là, c'est que depuis qu'on a lancé le 24 novembre, eh bien, j'ai fait beaucoup de communication au début, et puis après, à Noël, voilà, j'ai rien fait entre le 24 et le 15 janvier, là, pour le Blue Monday, on a refait des actions. Et ben malgré tout, il y a toujours 100 personnes par semaine qui s'inscrivent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui font du bouche à oreille et qui font la boule de neige, et ça, c'est vraiment très précieux. Ouais. Bah justement, un spectateur anonyme nous dit, je n'ai plus le droit de donner mon sang traitement médical bipolarité, mais je n'ai rien, rien ne m'interdit de donner mes informations à Compère Dépression. Exactement, c'est exactement ça. Très belle image, je la réutiliserai. Oui, il y a quand même beaucoup de personnes Mm. intéressées. Ben, je vois pas d'autres questions pour Non, l'instant. non, il n'y a pas de... Non, pas là, non. On a fait Alors, un petit peu je de ne sais pas jusqu'à quelle heure on avait, parce que je me rends compte qu'on a déjà parlé pendant 1 heure de compare et plus trop du livre. Oui, Eh ben, ben, on va pouvoir écoutez, parler du livre maintenant. On va Non, pouvoir parler de... voilà. Alors, bah, du coup, c'était sur un truc beaucoup plus interactif. Je me suis dit que voilà, vous avez probablement beaucoup plus d'expérience que moi sur les idées fausses et vous les avez beaucoup plus subies probablement que moi. Donc, juste le livre, en fait, c'est pas. Donc, on l'a sorti en septembre 2022. Il a été déjà vendu à 4000 exemplaires. Effectivement, j'avais sollicité Argos Dumoulin pour le relire. On est 12 auteurs, en fait, dont des personnes qui ont une expérience eux-mêmes des troubles et d'autres qui sont des professionnels, psychologues, psychiatres, mais aussi des chercheurs en sciences humaines. Donc, dans ce livre, en fait, c'est assez facile, assez sympa à lire, je pense. Vous voyez, une idée reçue, ça fait 2 pages. Donc, je peux vous en sortir une au hasard. Les troubles psychiques ne sont pas de vraies maladies. Et puis, on fait en 2 pages, on essaye de démonter un peu cette idée reçue. Et pourquoi on a fait ça? Pour le grand public qui connaît rien à la santé mentale, premièrement. Pour les aidants et les proches qui connaissent pas forcément beaucoup de choses au départ et qui sont un peu perdus, mais aussi pour les personnes qui sont concernées elles-mêmes, parce que je pense que moi, ce que j'essaie de faire là-dedans, c'est de vous faire des argumentaires pour que vous sachiez répondre quand on vous attaque un peu en société sur ce type de troubles. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit ah, d'accord, la dépression, c'est sympa, mais enfin, on va pas en faire une maladie, et ben là, vous avez des arguments qui sont listés pour dire, bah si, est-ce que tu sais que la dépression, c'est responsable de la deuxième cause de handicap dans le monde, etc., etc. Oui, Donc voilà, ce livre, il existe sous forme de podcast. Donc là, voilà, je peux aussi vous mettre le lien vers le podcast qui est gratuit, hein. Genre, j'essaie de vous mettre les trucs gratuits. Le livre, c'est pas, il est payant, il est à 12,50 € mais voilà, ça reste payant, donc je ne veux pas faire plus de pub que ça. Donc, en fait, je le reparcours comme ça dans cette série de podcasts qui a été co-faite avec Christelle de Musae. Et la partie par contre, sur l'addiction, c'est un collègue à moi parce que je n'étais pas capable de le faire, c'est pas du tout ma spécialité. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce podcast, Les mots bleus.
Donc, Michael Herminger, qui est responsable de cette série podcast, hein, qui sont tous des podcasts sur la santé mentale, qui sont vraiment intéressants. On avait fait un épisode justement sur ce livre qui s'appelle Les mots justes, où je suis avec deux autres co-autrices et où voilà, on parle aussi du livre parce qu'effectivement, et il est retranscrit pour les personnes malentendantes. Donc voilà, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas envie, vous n'aimez pas lire, vous pouvez aussi accéder un peu à ces contenus via ces médias que sont les podcasts. Donc, sur les idées reçues, n'hésitez pas aussi à conseiller ce livre autour de vous. Moi, je sais que j'ai des collègues qui s'en servent pour les étudiants, qui l'ont mis en salle d'attente. Et pour vous-même, si vous avez parfois du mal à répondre quand vous entendez des idées reçues sur les maladies psychiques, sur la santé mentale en général, nous, on a essayé de faire ce travail, de vous donner du répondant pour vous défendre, en fait, quand vous êtes victime d'idées reçues ou d'idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie. Alors, juste une dernière question. Est-ce que vous avez un document qui peut être affiché pour compère dans les établissements de santé, notamment, vous demande Sophie? Ouais, très bonne question. Donc ça, c'est en cours de développement actuellement. Donc je vous explique la suite. Effectivement, pour l'instant, on a juste communiqué auprès des personnes concernées elles-mêmes via les réseaux sociaux. C'est tout ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup de travail. Mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est démarcher donc les professionnels de santé, les établissements de santé, pour qu'ils puissent soit coller des affiches dans les salles d'attente, parce qu'on sait de l'expérience des autres cohortes que ça marche pas mal, soit faire des espèces de post-it pour que les psychiatres collent sur l'ordonnance des patients, en fait, un petit post-it compare avec la date du rendez-vous prochain. Et comme ça, dessus, c'est écrit participer à Compare et les gens peuvent être invités. Donc sur ça, en fait, moi, j'essaie tout simplement, hein, j'essaie de lever de l'argent pour pouvoir imprimer tout ça. Donc ça me prend un peu de temps, mais ça devrait le faire. Et j'ai les communicants, le cabinet de communication qui travaille avec moi, qui travaille et qui dessine ces supports actuellement, que ce soit le post-it ou l'affiche. Comment savoir à quel moment ce sera dispo? Donc, on le dira sur nos comptes sociaux, Facebook et Instagram. C'est pour ça que c'est important de nous suivre là-dessus. Mais aussi, vous verrez, probablement pour ceux qui sont sur LinkedIn, on va lancer une page LinkedIn aussi, à peu près au même moment et qui sera plutôt justement à destination des professionnels de santé et des établissements de santé. Et c'est là où on répertoriera les personnes qui sont motivées pour aller coller des affiches, parce qu'on ne veut pas, par respect pour la planète, envoyer des tonnes d'affiches et des post-it qui ne seront pas utilisés. Donc on veut être sollicité directement par les gens qui disent, bah voilà, moi j'ai besoin de deux affiches et je m'engage à les coller dans mon hôpital, dans mon cabinet libéral, ou voilà. Ou si vous, dans votre association, n'hésitez pas à nous le dire via la page LinkedIn et on fera des envois. On fera des envois en version électronique si vous voulez imprimer vous-même, parce que maintenant on a des imprimantes de bonne qualité, parfois ça suffit, ou des envois en papier si c'est compliqué pour vous de pouvoir imprimer. Merci. Merci. Et merci beaucoup, docteur. Il y a Joseph qui vous remercie pour votre mission et il espère qu'on continuera à entretenir le contact avec vous pour Avec en faire plaisir. profiter la recherche. Et évidemment, on compte aussi sur vous, puisque on est partenaire de Compère Oui. Dépression, et on compte aussi sur vous pour nous aider dans ce qu'on fait, pour nous soutenir dans nos actions différentes les uns les autres. Hein. Ah bah, Nous, aucun on problème. prépare Nous, la on journée s'était mondiale dit, contre le bipolaire. on peut revenir faire des webinaires, présenter les résultats de certaines recherches qui vous intéresseraient particulièrement. Il y a la journée des associations de compare auxquelles vous êtes invités. Et je sais que vous étiez venu. Moi, j'étais pas là cette fois-ci en octobre, mais ça peut aussi être l'occasion qu'on se rencontre physiquement. Et puis, enfin, voilà, n'hésitez pas à me proposer des initiatives. Après, je verrai si c'est possible ou si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre de l'équipe aussi qui s'en charge. Entendu, entendu. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Et puis, bah, on va très bientôt, je pense, Astrid. Et donnez-nous des résultats aussi. Tenez-nous au courant
les effets que ça aura eu cette conférence. Je Bien vous sûr. remercie beaucoup Merci beaucoup. et Bonne soirée à tous. Au bonne Bonne revoir. soirée à soirée. tous. Soirée. Merci, au revoir. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Oui. Mhm.